Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 30 mars 2020, donc on doit être au 14e jour de la quarantaine, ou du confinement comme vous préférez. Il n'y a pas grand chose de nouveau au niveau des informations mondiales, juste l'Afrique commence à être touchée, à avoir un exode urbain pas mal important. Le confinement est difficile à mettre en place d'après les spécialistes et même d'après les politiques des différents pays d'Afrique, étant donné que les mœurs sont quand même très différentes, que la vie est généralement beaucoup plus comment beaucoup plus sociale. Donc les mesures de confinement semblent être très difficiles. Il y a même un pays, j'ai oublié lequel, ou alors c'était la capitale d'un pays, qui a dû mettre un terme, puisque en fait ça faisait accroître de manière exponentielle le prix des produits de base. Et il y avait de très fortes craintes au niveau de potentielles émeutes, tout ce genre de choses. Les États-Unis continuent d'être toujours en augmentation. Les spécialistes, ça me semble quand même énorme, mais j'en sais rien. C'est pas moi qui le dis. Table sur potentiellement 100 à 200 000 victimes aux États-Unis, donc pas juste les cas contaminés, mais les décès. Le Royaume-Uni donc continue aussi à augmenter ses nombres de contaminations et de décès. Et certains, certains politiques tablent sur jusqu'à 6 mois de confinement pour le Royaume-Uni, ce qui me semble aussi complètement dingue. Donc je sais pas, c'est toujours le bordel entre l'Italie et l'Espagne qui ont toujours le plus de cas en Europe, et dans le monde d'ailleurs. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, il n'y a pas de grandes nouvelles à savoir, c'est juste que voilà, la pandémie continue, et donc il faut toujours continuer les mesures, et voilà, on verra si un vaccin ou si, enfin, comment les choses évoluent au fur et à mesure. Vous vouliez savoir quels étaient mes livres préférés, donc là il n'y a pas monsieur, puisque monsieur ça fait longtemps qu'il a arrêté de lire des romans. Monsieur lui regarde des films, moi je lis les bouquins, c'est chacun son truc. J'ai fait ma liste, donc vous voyez, de ce côté-là, de ce côté-là. Pour beaucoup, ce sera plus des auteurs que des livres à proprement parler. Certains, je vous donnerai même pas des titres de livres, en fait, parce que j'ai lu leur bibliographie entière, et pour certains, la bibliographie est juste phénoménale. Il y a à peu près tous les styles. Vous avez du polar, vous avez du roman noir, vous avez de la chiclite, vous avez des livres pour enfants, vous avez du gonzo, vous avez plein de choses. Chacun après est libre de choisir ce qui l'intéresse. Donc je vais essayer de ne pas faire une vidéo de 3 plombes. Donc je commence par déjà Donna Tartt, qui a écrit Le Maître des Illusions, le chardonneret qui a eu le prix Pulitzer il y a quelques années et qui a été adapté de manière absolument répugnante. Enfin répugnante dans le sens où c'est vraiment une merde, mais phénoménale en film. Et Le Petit Copain. Le Maître des Illusions est un bouquin que j'aime énormément. Contrairement à ce qu'on pourrait penser sur la couverture, ce n'est pas du fantastique. C'est une ambiance qui est très particulière, très éthérée. C'est dans le nord des États-Unis. Vous voyez tout ce qui est Nouvelle-Angleterre, ce genre de choses. Donc très une université pour très riches, on va dire. Donc c'est vraiment très élitiste. Euh, J'aime énormément sa manière d'écrire, sa manière de poser les choses, c'est juste fabuleux. Tous les ans, je relis Le Maître des Illusions, Le Chardonneret, ça fait déjà 2 fois que je l'ai lu, là, en l'espace d'un an. Je n'ai lu par contre qu'une seule fois Le Petit Copain, qui se passe pour le coup, par contre, je crois, en Louisiane, et je dois vous avouer que je n'en ai strictement aucun souvenir. Je l'ai lu il y a 7 ou 8 ans, je crois, et je crois d'ailleurs que je l'ai en format broché, mais non, il m'avait pas subjugué. Dans le Chardonneret, il y a quelques longueurs, mais c'est quand même une auteure que j'aime vraiment, vraiment, vraiment énormément. Ensuite, nous avons Dara Thompson, dont je vous parlais dans la vidéo avant-hier. Je sais que la vidéo avant-hier n'a pas semblé trop vous plaire, donc je ne sais pas pourquoi, vu que je parle à chaque fois de plein de choses. Mais ouais, j'ai des baisses de morale, ça arrive à tout le monde, surtout en cette période qui est quand même compliquée, et avec mes troubles anxieux. Donc, euh, donc voilà, moi j'y peux rien. Si vous acceptez pas la nature humaine qui fait qu'on a des hauts et des bas, c'est pas mon problème. Euh,
Donc Hunter S. Thompson, qui est l'inventeur du gonzo, qui, comme je vous parlais, est un espèce de mélange étrange entre le journalisme, l'autobiographie, la fiction, la prise de drogue, enfin un espèce de mélange assez bizarre. Il a donc écrit Las Vegas Parano, qui est son livre le plus connu, qui a été adapté en film par Terry Gilliam, qui est un très bon film avec Johnny Depp et Benicio del Toro, que j'aime beaucoup, surtout le tout début avec Le Pays des Chauves-souris. Bref. D'ailleurs, pour la petite histoire, où est-ce que j'ai eu pour la première fois mon bouquin de Las Vegas Parano ainsi que celui de Christiane F. Je l'ai eu lors d'une vente de charité de bouquins pour genre le Secours catholique. Donc, de bouquins qui sont quand même pas mal trash et qui sont vraiment pas à la place où on s'attendrait les trouver. Et bah, c'est pourtant là que je les ai eus. Donc voilà, ils sont depuis dans ma bibliothèque. Donc il a aussi écrit Hells Angels, qui est un peu plus ancien, mais qui est pour le coup un peu moins barré. Il était un peu moins défoncé en permanence, qui est sans doute plus journalistique et où on apprend plus de choses. Ça part moins en couille, et puis il n'y a pas son avocat. Donc peut-être que c'est ça qui a facilité les choses. Vous avez aussi Rome Express, qui a été adapté en film. Je ne l'ai pas vu, toujours avec Johnny Depp. Et avec la gonzesse là, donc vu que elle m'énerve sacrément, donc j'ai pas regardé le film. Alors par contre, j'arrive pas à savoir si Rome Express avait déjà été compilé par Hunter S. Thompson de lui-même, ou si, comme le dit la légende, ce serait Johnny Depp qui l'aurait retrouvé dans ses affaires et qui aurait fait « Mais vas-y, putain, publie-le !» vu qu'ils étaient super potes depuis le tournage de Las Vegas Parade. Donc je ne sais pas, quoi qu'il en soit, ça se passe avant. Donc il est à Puerto Rico et c'est ses débuts de jeune journaliste où ça part déjà un peu en couille et où il rencontre donc sa vraie femme en fait, sa première épouse avec qui il a divorcé dans les années 60-70, je sais plus. Donc Hunter S. Thompson que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va passer à J.K. Rowling avec bien évidemment la série des Harry Potter, même si j'aime beaucoup moins. En fait, la série, plus elle avance, moins je l'aime. Pourquoi? Parce que plus elle avance, moins elle est pour les enfants, et plus elle est adulte, et plus elle est complexe. Et je sais pas, moi j'aime bien l'espèce de naïveté, l'espèce de douceur qu'il peut y avoir dans les premiers tomes, et la fin me fait un peu chier, tout comme la série de films en fait. C'est pareil, je vais plus avoir tendance à regarder Harry Potter à l'école des sorciers, plutôt que, je sais plus comment s'appelle le dernier épisode. Mais voilà. J'avais lu aussi Une place à prendre de J.K. Rowling que j'ai pas du tout apprécié. C'est une espèce d'étude sociale sur une ville ou un village anglais. Euh, Il y a des choses qui sont intéressantes, mais après c'était tellement éloigné de ce qu'elle faisait en règle générale que ça m'avait pas mal troublée. Donc est-ce qu'il est vraiment acheté à la poubelle ou pas? Je n'en sais rien, mais voilà. Ensuite, j'aime beaucoup aussi sa série policière qu'elle écrit sous pseudo. Alors là, je suis pas capable de vous donner les noms ni de la série ni de quoi que ce soit. Mais en tout cas, c'est pas compliqué à trouver. C'est du policier, ça se tient très bien. C'est un détective privé et son assistante qui devient au final enfin, à la base, sa secrétaire. Qui au final devient sa coéquipière. Et franchement, c'est pas mal. Ensuite, on a La Vénus à la fourrure de Léopold von Sacher-Masoch. Mazor. Ça dépend, hein, tout le monde le prononce différemment. Je préfère le Masoch plutôt que Mazor, même si je sais que c'est de l'allemand, donc vu qu'il était encore un putain de trou de mémoire. Bref, La Vénus à la fourrure, donc je sais que c'est l'origine du masochisme tel qu'il est présenté en psychiatrie. Mais en fait, contrairement à Sad, si vous avez eu Sad, Sad c'est vraiment du porno, c'est vraiment gore, c'est vraiment grind, vous avez des trucs absolument dégueulasses. La Vénus à la fourrure, pour le coup, n'est absolument pas dans la même veine. Donc c'est écrit au 19e siècle. Et pour moi, c'est pareil, c'est vraiment très beau, c'est très bien écrit, c'est lent, il n'y a pas il n'y a pas ce côté vraiment malsain qu'on peut trouver dans je sais pas moi, les 120 jours de Sodome ou Justine et ses infortunés à vertu ou ce genre de choses. Donc moi j'aime énormément. Comme je vous avais expliqué avec la vidéo L'origine du monde pseudo,
Mon pseudo n'a rien à voir avec ça, même si en fait par un concours de circonstances, je me suis retrouvée, lorsque j'ai choisi mon pseudo, à écouter sans du tout le savoir la reprise de Velvet Underground donc par Trash Palace de Venus in Tears, que j'aime énormément, qui est une de mes chansons préférées, euh, qui était sortie en fait à un moment en album pour, je crois que c'est pour la Fashion Week. Un projet un peu électro et tout machin, où il y a Brian Molko, où il y a, comment elle s'appelle, l'italienne, avec Je t'aime moi non plus, bref, avec pas mal de choses, des reprises en fait de chansons sensuelles, sexuelles, tout ce que vous voulez. Et donc en fin de compte, tout ça est apparu à peu près en même temps, et par la suite, j'ai découvert, des années plus tard, j'ai découvert donc le titre de la chanson, que c'était juste une reprise et pas une originale. Et j'ai décidé donc de découvrir La Vénus à la fourrure, le livre original, et ça a réellement été un gros coup de cœur. Ensuite, on a À rebours de Joris Karl Huysmans. Il faut savoir que dans la bibliographie de Huysmans, ce livre est vraiment un ovni. De toute façon, c'est un ovni de toute façon. Euh, j'ai lu d'autres de ses écrits qui sont très classiques en fait. Euh, et qui ont beaucoup moins d'intérêt. À rebours est par contre l'histoire d'un noble, non il n'est pas noble, il doit être bourgeois, qui perd ses parents et qui mène une vie complètement dans le bordel, à aller aux putes, à aller machin, et au bout d'un moment il en a marre, il craque, il se dit je me tire, il se fait construire une baraque où il est complètement enfermé, il a ses deux domestiques, mais en fait son, sa maison, donc elle est en région parisienne, maintenant je pense que là où c'est, ça doit être rempli de construction, mais à l'époque non. Et en fait, il vit complètement comme ça, enfermé dans son truc, donc c'est un mode de vie de dandy, mais poussé à l'extrême. Euh, et il est juste sublime. Vous avez des passages d'écriture qui sont juste magnifiques, ça vous transporte, et réellement, il est. Je pense que ça fait partie de mes livres préférés. De toute façon, là, si vous voulez, ceux du début, je pense que ça fait beaucoup partie de mes préférés. Que ce soit Le Maître des Illusions de Donatarte, Las Vegas Parano, La Vénus à la fourrure, À rebours, et peut-être quelques-uns qui sont un peu plus bas. Mais sinon, ça, c'est vraiment les bouquins que j'aime le plus. Ensuite, on a Fleur de neige de Lisa Si, ou c'est, je sais pas exactement, c'est Lisa, normal, et S-E-E. Ça se passe en fait durant la Chine impériale, où en fait, par rapport à l'histoire de deux fillettes qui viennent de milieux différents et qui vont grandir, on voit en fait toutes les mœurs de la Chine ancestrale avec le bandage des pieds, avec le confucianisme. C'est à partir de là où j'ai décidé que Confucius était vraiment un enculé. Avec l'histoire de la piété filiale, avec tout ce genre de choses. Avec le fait par exemple qu'à cause du bouddhisme, tous les bouchers et tout étaient complètement mis au bord de la société, alors que pourtant les gens ne se gênaient pas pour aller s'approvisionner chez eux. C'est aussi là où j'ai appris l'existence du Nushu. Donc en fait, le Nushu, ça veut dire la langue des femmes. En fait, les femmes en Chine à cette époque-là n'étaient pas censées savoir écrire. Donc elles savaient inventer leur propre écriture. Donc ça s'écrit N, U, avec umlaut, je sais plus comment ça se dit en français. Les deux points, espace, S, H, U, Nushu. Nu, si je me plante pas, c'est la femme, et Shu, ça doit être l'écriture. Ouais, ça doit être ça. C'est un petit peu, on peut un peu faire le parallèle avec les katakana en japonais. Lorsque j'étais à l'INALCO, donc en japonais et en chinois, on nous avait parlé en fait que lors de la construction de l'écriture, vous aviez les hiragana qui étaient utilisés. Donc vous avez, c'est l'alphabet syllabique japonais, donc celui qui est plus rond. Donc les hiragana étaient ceux qui étaient utilisés de manière courante, mais par contre, pareil comme en Chine, les femmes n'écrivaient pas. Et elles avaient développé les katakana. Donc vous savez, c'est ceux qui sont un peu plus cassants. C'est très bizarre d'ailleurs parce que vous pourrez voir la différence entre le nushu et les katakana, c'est que ça n'a rien à voir au niveau esthétique et on a beaucoup de mal à s'imaginer que pour les deux, ce sont des écritures à la base féminines en fait. Bref. Et donc désormais les katakana sont utilisés pour retranscrire les mots d'origine étrangère, mais à l'origine, du moins c'est ce qu'on m'a dit en cours à l'INALCO, j'imagine qu'ils se plantent pas lorsqu'ils choisissent des profs, d'autant plus japonais pour dire ça. Et donc voilà, les katakana et le nushu étaient les écritures
que les femmes utilisaient dans les temps anciens. Alors, temps anciens, pas si ancien que ça pour le no show, mais bon. Euh, donc c'est un très très beau livre, on apprend énormément de choses sur la culture chinoise ancienne. Ensuite, on a Gillian Flynn qui a écrit Les Apparences, Nous allons mourir ce soir, qui est sa dernière nouvelle. Les lieux sombres et sur ma peau. C'est une écrivaine que j'ai découvert il y a très peu de temps dans la boîte à livres, et franchement, je dois vous avouer que ça m'a filé un de ces putains de coups. Pour une fois, donc il y a beaucoup de personnages féminins. Ce sont des policiers, des thrillers, ce que vous voulez, je sais pas trop comment le définir. Mais putain, pour une fois, les femmes n'ont pas le beau rôle. C'est-à-dire que elles ont des tares, c'est-à-dire qu'elles peuvent être alcooliques, elles peuvent être complètement folles, elles peuvent être complètement esquintées. C'est en fait dans ces personnages, on a enfin des personnages féminins qui sont dont on peut trouver le pendant en fait à des personnages masculins. Et ça change énormément. Et en plus, les scénarios sont juste extrêmement brillants en fait. Et je les aime beaucoup. Sur ma peau a été adaptée en série. Honnêtement, à mes yeux, elle est à chier. Elle est d'une lenteur absolument infâme. Les lieux sombres a été adapté par, je crois, un Français d'ailleurs. Au début, il était pas si mal que ça, mais en fait, les bouquins sont tellement complexes que c'est comme s'il avait gardé juste le squelette et il avait absolument enlevé tout le reste. Les articulations, les nerfs, la peau, la chair, enfin tout. Et le problème en plus, c'est qu'il donne la réponse qui normalement arrive vraiment à la fin du bouquin. Il la donne, je sais pas moi, aux trois quarts. Donc en fait, ça nique absolument tout. Il n'y a plus aucun suspense, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment une déception. Nous allons voir ce soir n'a pas été adapté. Et Les Apparences a été adapté par, je crois que c'est Fincher. Comme je vous ai dit, il mérite pas que je lui coupe la tête. Il s'est plutôt bien tiré du truc. Mais je vous conseille quand même fortement le bouquin qui est vachement mieux. Ensuite, on passe à William Burroughs, donc celui qui a écrit le Festin Nul. Festin Nul, comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, j'ai pas réussi à le finir, faut être honnête. Par contre, j'ai énormément aimé Junkie et Queer, qui sont deux autres écrits autobiographiques, donc il fait partie évidemment de la Beat Generation. Je pense que c'est sincèrement mon auteur favori de la Beat Generation. C'était le plus ancien, il était beaucoup plus âgé que les autres, complètement accro à l'héros gay et malgré tout marié. Il a malheureusement tué sa femme en voulant jouer à Guillaume Tell, je crois que c'était au Mexique. Euh, il a un écrit qui est très froid et en même temps qui va enfin qui m'a réellement réussi à me faire voir à travers ses yeux. Et je le trouve beaucoup plus touchant que comment il s'appelle celui qui a écrit que Kerouac avec Sur la route, que j'ai trouvé complètement nul. Il y avait rien à, enfin, à mes yeux, il y avait rien à en tirer en fait. Je sais pas exactement ce qui. Alors oui, je sais qu'il a tout écrit sur un seul rouleau de papier, quasiment pas de faute, à la suite et tout machin. Mais son écrit m'avait pas marqué. J'ai essayé d'autres écrits de la Beat Generation et honnêtement, c'est vraiment ces deux-là qui moi m'ont le plus marqué. Donc Junkie et Queer, où il parle donc pour Junkie de sa toxicomanie et pour Queer, il parle pas mal de justement son homosexualité qui était pour quelqu'un de son âge bien évidemment dissimulée. Ensuite, nous avons Romain Slocombe, qui est un écrivain français qui est un excellent historien. Ses bouquins sont remplis de références historiques et honnêtement, on apprend énormément de choses. Alors par contre, je vous préviens, il est extrêmement trash. Il vous raconte des réalités en mélangeant la fiction, donc un petit peu comme du Gonzo, c'est vrai, mais il va carrément s'arrêter. Enfin, vous publiez des minutes de procès, par exemple pour le camp 731 en Mandchourie après la Seconde Guerre mondiale. Vous allez découvrir des facettes de trucs que vous n'avez pas du tout envie de découvrir. Mais on apprend pas mal de choses. Donc personnellement, j'ai lu 2 bouquins sur 3 de Sadorsky, donc qui est sa trilogie la plus récente, qui parle d'un flic parisien qui était... c'est pas vraiment la Gestapo, mais c'était le bureau des juifs ou un truc comme ça, je sais plus exactement, bref. C'est pas mon préféré, honnêtement je préfère
la quadralogie de la crucifixion en jaune, donc qui se passe au Japon. Vous avez un tome sur la secte Aum, vous avez un tome sur les Yakuza, vous avez un tome sur le viol de Nankin, ou le viol de Nanjing, et vous avez un tome sur le camp 731, donc tenu par Ishii, et pour moi qui sont vraiment très intéressants. Et vous avez aussi, je crois que c'est une trilogie, donc qui s'appelle L'Océan de la stérilité. Vous avez Lolita Complex, vous avez, je sais plus. Bref, vous en avez un qui est sur, celui-là il m'a vraiment, mais vraiment retourné. Sur les mafias d'Europe de l'Est, sur les prostitutions forcées, qui est absolument abominable. Euh, vous en avez un autre qui est sa recherche sur le meurtre du Dahlia noir, qui est très intéressant. Et l'autre, je l'ai oublié, je sais plus de quoi il parle. Mais donc, c'est un auteur dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, donc si ça vous intéresse, allez voir dans, je crois que c'est Vavorium. Vous aurez un peu plus de détails dedans, parce que je vais pas faire 12 000 heures là-dessus. Mais en tout cas, c'est un très bon auteur et que je conseille très très fortement. Je l'avais découvert dans Élégie, le magazine Goth, et c'est une très bonne découverte. C'est cool, merci. Ensuite, c'est une découverte très récente de ma part, donc c'est à la suite du visionnage de Mystic River il y a, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de lire le bouquin de base parce que le film est vraiment bien. C'est la deuxième fois que je le voyais, mais j'avais pas eu l'occasion de le lire, et donc je m'y suis mise. Donc j'ai lu Mystic River, honnêtement je ne l'ai pas apprécié. Je me suis dit bon bah c'est pas grave, on va en essayer un autre. Et j'ai lu Gone Baby Gone, j'ai lu, là je suis en train de lire Dernier verre avant la pluie, j'arrive pas trop à accrocher à celui-là, je sais pas pourquoi. Et donc Denis Lahan est un auteur contemporain américain d'origine irlandaise, et ses polars sont aussi très intéressants. Il y a un côté roman noir qui est très présent. Alors, je vous en parlerai plus tard. Ce qui est spécifique au roman noir, en plus de l'histoire des super gonzesses et machin, des détectives privés et tout ça, c'est en fait que vous avez une critique de la société du moment. Et c'est quelque chose qui est très présent là-dedans, et ce qui a été vraiment la spécificité de ce type de roman. Et là, en fait, donc il faut savoir qu'il a été éducateur pour les jeunes, donc la maltraitance des enfants est une récurrente dans ses écrits. Mais vous avez aussi toute la société qui est décrite, et je recommande, franchement je recommande. Vous avez plusieurs séries, j'ai pas tout lu, mais j'aime beaucoup celle avec les détectives privés où vous avez entre autres Gone Baby Gone. Ensuite, Bec BD. Moi j'aime beaucoup, donc 99 francs bien évidemment. Alors j'ai lu ces 2 premiers bouquins il y a pas très longtemps, je sais pas, il y a 1 mois et demi, un truc comme ça. Donc le premier c'est quoi? Oh je sais plus. Bref, ces 2 premiers je les ai pas du tout aimés, le deuxième carrément je l'ai abandonné en plein milieu parce que franchement sa soirée qui avait ni queue ni tête, j'ai fait c'est quoi cette merde? Je pense qu'il a fumé, mais pas que des trucs naturels. Donc non, franchement, j'ai pas du tout aimé, mais 99 francs, bon, ça devient un classique. Surtout pour notre âge, en fait, ceux qui ont déjà la trentaine, parce qu'en fait, on s'aperçoit en le relisant avec 20 ans de décalage que putain, il y a pas mal de choses qui sont vachement contemporaines, en fait. Donc ça, c'est intéressant. Une vie sans fin que j'ai trouvé très brillant, qui parle en fait du transhumanisme et de la recherche du transhumanisme. Donc on voit que Bec BD a vraiment fait des recherches poussées en allant interroger justement des scientifiques qui sont là-dedans. Il y a bien évidemment son partage en couilles habituel, mais ça reste intéressant. Et Windows of the World, je sais que ça peut gêner certaines personnes. Personnellement, je l'ai trouvé intelligent. Il est... je sais plus sur combien de temps c'est. Sur 1 heure et demie ou un truc comme ça. En fait, le Windows of the World, c'était le restaurant panoramique qui était au-dessus des Twin Towers. Et donc en fait, à ce moment-là, donc, je crois qu'il a écrit en 2003, 2002-2003. Ça me fait bizarre parce que je me dis qu'à ce moment-là, j'habitais juste à côté de là où il allait tous les jours pour écrire. Bref. Bec BD montait tous les matins prendre son petit-déj au resto panoramique de la Tour Montparnasse, et en fait essayait de réfléchir à comment les gens qui étaient enfermés dans la Twin Towers
ont réagi durant tout ce moment en fait où ils savaient qu'ils étaient condamnés. Leurs espérances, leurs machins, leurs trucs. Donc là, dans ce cas-là, c'est l'histoire d'un père et de ses deux fils qui les emmenaient pour voir un peu New York en vacances. Et, euh, et comme il le dit, on ne saura jamais ce que ces gens-là ont ressenti, mais c'est intéressant. Moi, je me souviens du jour où j'ai appris que il y avait cet attentat-là. Alors moi, j'avais jamais entendu parler des Twin Towers. Pour moi, c'était... Alors déjà, je vais vous expliquer la situation. Donc, ce 11 septembre, j'allais faire du babysitting. Donc, j'allais à la maternelle pour aller chercher les deux gamins que je m'occupais pour les ramener chez eux. Et d'un coup, je vois mon frère. Donc, moi, j'avais quoi 2001, j'avais 14 ans, un truc comme ça. Non. Non, j'avais 13 ans. Ah, je sais plus quel âge j'avais. Bref, je suis née en 86, c'était en 2001, là, j'arrive plus à réfléchir. Mon frère qui était tout petit, puisqu'il a 4 ans et demi moins que moi, était venu me chercher là où... comment J'avais 15 ans. Et donc lui, il en avait 12, un truc comme ça. Était venu me chercher à la sortie de l'école maternelle. Donc j'avais pas encore récupéré les gamins. Et il m'avait dit, ouais, il y a eu un attentat, tu sais, la Grande Tour à New York. La Grande Tour, c'est la King Kong, Maintenant j'ai oublié comment ça s'appelle. Euh, et moi j'étais persuadée que c'était la tour de King Kong en fait, qui avait pété, parce que j'en avais jamais entendu parler. Et toute cette soirée-là, en fait, j'ai passé avec les deux gamins que je m'occupais, j'avais eu les parents au téléphone, devant la télé pour savoir ce qu'il en était, ce qui se passait, parce qu'on ne comprenait pas. Donc c'était une histoire un peu bizarre, et c'est vrai que, étant jeune à ce moment-là, puis les infos étant différentes d'aujourd'hui, on l'a eu par hasard encore dans la boîte à livres, mais ça m'a permis de me replonger, enfin de me plonger un petit peu en fait dans ce truc-là, et parce que quand je lis un truc, je fais toujours mes recherches en parallèle pour voir les références, tout ce genre de choses. Et ça m'a permis d'étudier un petit peu ce truc-là où j'avais peut-être pas suffisamment de recul quand j'étais gamine pour comprendre les différentes choses. Mais bref. Ensuite, on a Virginie Despentes. Donc, moi, j'ai pas réellement apprécié sa dernière trilogie Burnham Subutex. Je m'étais arrêtée d'ailleurs pendant très longtemps de lire ses bouquins. J'avais lu King Kong Theory, donc il y a très longtemps, je l'ai pas relu d'ailleurs, je sais pas où il est. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il est encore dans mon appart? Je sais pas. Il faudrait que je vois. Euh, mais je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup aimé Teen Spirit, Bye Bye Blondie. Je sais pas pourquoi particulièrement ces deux-là, mais j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'aime beaucoup en fait chez elle, c'est qu'on voit à travers ses bouquins, à travers ses interviews, que elle s'est de plus en plus cultivée et ses références sont de plus en plus larges et de plus en plus nombreuses. Et ça, je trouve ça assez admirable en fait, de voir quelqu'un qui va vraiment grâce à sa propre curiosité réussir à s'élever au niveau culturel. Parce que franchement, le niveau, quand on lit Baise-moi, euh, ça fait mal au cul. C'est pas du grand art. Mais non, réellement, elle a énormément progressé. Bon, je vous avoue qu'elle a l'air énormément usée aussi, parce que quand je la croisais à Pyrénées, puisque c'est là où elle habite, elle a, elle a l'air fatiguée quand même, avec son petit chien et tout machin, elle est bien. Mais, mais par contre, au niveau intellectuel, elle s'est réellement élevée, et pour ça, je peux que lui tirer mon chapeau. Ensuite, j'ai lu il y a quoi, il y a 2 mois, un truc comme ça, toujours avec la boîte à livres, un bouquin de Camille de Peretti, donc je ne sais absolument pas qui c'était, qui s'appelle Tornithorinx, je pense que ça se prononce comme ça, et qui en fait se passe donc en 2002-2003, un truc comme ça. Donc là c'est pareil, en fait pour moi c'est facile de faire le rapprochement avec ma propre vie, étant donné que c'est la période de mon adolescence en fait. Et dedans en fait elle parle de sa période d'anorexie, et je l'ai trouvé très intéressant. Voilà. Il n'est pas connu, je ne pense pas, mais je l'ai trouvé assez intéressant. C'est un petit bouquin, il est tout petit, je sais pas où est-ce qu'il est. Mais ça, on comprend sans forcément mieux comprendre, mais c'est intéressant. En parallèle, hein, juste après celui-là, j'ai eu Le Pavillon des enfants fous de l'auteur qui était vraiment une gamine. Je crois qu'elle avait 15 ans quand elle l'a écrit, elle s'est suicidée à 21 ans. Et honnêtement, je sais que c'est un livre qui est culte, mais honnêtement, je l'ai détesté. Mais je voulais en fait avoir plusieurs visions de l'anorexie. Ensuite, Jonathan Kellerman, donc c'est le fils de
je ne sais plus comment il s'appelle Kellerman. Bref, c'est tous une famille d'écrivains qui sont les polars. Et j'ai lu il y a quelques mois, toujours à bout d'un livre, hein, un roman qui s'appelle Les Visages et que je trouvais extrêmement brillant. Euh, et que je ne saurais que vous conseiller. Ensuite, on a Lolita Peel, parce que j'aimais bien son côté. Je suis une gamine qui joue ma rebelle. Donc avec Earl et Bubblegum. C'est pas de la grande littérature, mais je trouve que pour quelqu'un de cet âge-là, je trouve que c'était quand même plutôt bien joué. Ensuite, nous avons 1984 de George Orwell. Donc je l'ai recommencé à le lire hier soir, mais je dois vous avouer que j'arrive pas à me concentrer. Donc pour l'instant, on verra plus tard, mais je vais pas vous apprendre ce qu'est 1984. C'est quand même un livre très très culte. Ensuite, là, je vais vous faire une parenthèse. Donc, c'est juste les romans noirs. Il y a 3 ou 4 ans, peut-être 5 ans, je sais pas. J'ai passé 1 ou 2 ans à lire la quasi-totalité des maîtres du roman noir. Donc le roman noir, c'est quoi? C'est ce qu'on imagine parfaitement avec le détective privé, son cigare, son chapeau melon, son costume croisé, la demoiselle en détresse, armée d'un flingue et d'un collier de perles, avec la femme fatale et la critique sociale. C'est un style de bouquin que j'aime beaucoup, donc ça va des années 20, je crois, jusqu'aux années 60. Et même si au bout d'un moment ça peut être un peu redondant, je vous l'accorde, parce que j'ai dû en lire 150, ou ouais, à peu près, je pense, parce que j'en ai lu vraiment, vraiment beaucoup. J'aime bien voir en fait l'évolution des États-Unis à travers justement ces bouquins qui sont avant tout, comme je vous parlais pour. Je vous parlais de ça pourquoi, je sais plus. Bref, qui sont avant tout une critique sociale du pays. Et donc dedans vous avez James Hadley Chase, Raymond Chandler, et vous avez McBain, je crois. Et où est-ce que je l'ai foutu? Je me suis paumée. Vous avez Lawrence Block aussi avec Ballade entre les tombes qui est très bien. Et d'ailleurs le film est très bien aussi, je vous le conseille fortement. Où est-ce que je l'ai mis? Ah bah je l'ai bien lu. Mais ouais. Raymond Chandler, James Hadley Chase, et normalement il y a un McCain, mais je l'ai paumé. Ah non, Ed McBain, pardon, excusez-moi. Ed McBain, B-A-I-N. Donc voilà, c'est pas des bouquins qui vous vont prendre la tête, mais vous pourrez voir comment était la société à telle ou telle époque, avec en plus des super gonzesses et puis machin. Bref, donc voilà. Ensuite, King, je vais pas vous faire la liste parce que franchement, il en a écrit tellement. Je crois que j'ai même pas réussi à tous les lire. Certains, je les ai détestés, je les ai même pas finis. Il y en a d'autres que j'ai adoré, genre Cimetière qui a dû être mon tout premier. Salem que j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en avait des récents que j'avais bien aimé. J'ai détesté celui qu'il a écrit avec son fils, là, c'était super chiant. Mais donc oui, j'en ai lu énormément et voilà, je conseille quoi. Ensuite, un auteur que vous connaissez sans doute pas, et je suis extrêmement malheureuse parce que ils ont arrêté de les traduire. J'ai carrément écrit à la maison d'édition française pour leur demander quand est-ce qu'ils allaient sortir la suite des bouquins, parce que je sais que c'est une série. Et en plus, c'est de l'anglais canadien. Mon niveau d'anglais n'est pas exceptionnel. Et les bouquins, contrairement à ce que vous pensez, parce qu'en fait, ils ont la gueule de bouquins pour enfants, mais en fait, c'est pas du tout le cas. Ça se passe dans l'Angleterre juste après la guerre, dans une famille bourgeoise plutôt désargentée, plutôt très désargentée, avec 3 sœurs, un père, la mère est décédée, du moins elle a disparu, et vous avez donc Flavia, qui est un espèce d'ersatz entre Mercredi Adams et une sadique qui va assassiner ses sœurs et qui fait de la chimie à des hauts niveaux. Et c'est le côté chimique en fait qui me pose problème pour lire les bouquins en version originale. Pareil, c'est des histoires de meurtre où elle va gérer tout ça. Et franchement, je les ai trouvées super cool. Et merde. Bah voilà, j'ai fait tomber tout mon truc. Donc voilà, ça c'est Flavia de Luce. Donc vous voyez l'illustration. Donc on a l'impression que c'est un bouquin pour enfants, mais en fait il est beaucoup trop compliqué pour un gosse, donc ça marchera pas. Ou alors grand gosse, parce que ouais non, c'est pas, surtout au niveau chimique, c'est un petit peu complexe. Donc, mais peut-être que ça en motivera certaines et certains à faire un peu plus de chimie s'ils ont envie d'assassiner
leur fratrie, mais franchement non, ils sont vraiment cool et je suis triste qu'ils ne fassent plus la suite. Voilà. Ensuite, toujours dans les bouquins pour enfants, est-ce qu'il est là? Ouais. Je suis gaffe parce qu'on voit pas mon cul parce qu'on peut regarder. Voilà, ça c'est Molly Moon avec Petula, quel cas. Donc là par contre pour le coup c'est vraiment un bouquin pour enfants, donc c'est pour ça que j'ai pu me lire ceux qui n'étaient pas sortis en France en anglais. Donc en fait Molly Moon est une orpheline qui a grandi avec son meilleur ami dont j'ai oublié le nom, et dans un orphelinat où ça se passe pas du tout bien. Et elle va un jour tomber sur un livre pour apprendre l'hypnose. Et donc ça va la faire partir dans des histoires abracadabrantesques à travers le monde, à travers le temps, à travers tout plein de choses. Et, et franchement c'est rigolo, c'est trop mignon. Et j'aime beaucoup Pétula. Ensuite, on a Patricia Cornwell, donc grande maîtresse du polar, très spécialisée en criminologie, en tout ce qui est... je vais dire légiste parce que j'ai pas le mot en tête. Si, je l'ai sur le bout de la langue, mais il vient pas. Bref, Patricia Cornwell, oui, il n'y a pas besoin de la présenter, hein, c'est un peu un classique, donc voilà. Ensuite, on a Sophie Kinsella avec tout ce qui est une agro shopping et tout. Pourquoi? Juste parce que c'est léger, que ça fait du bien des fois de lire de la chiclite et des trucs de merde. En fait, on va dire que pour résumer une agro shopping, c'est vachement pompé sur Bridget Jones, mais surtout ça dure depuis la même époque jusqu'à maintenant et elle continue de les écrire. Et donc c'est amusant de faire un peu le parallèle avec comment sera Bridget Jones avec l'évolution. Je sais que Bridget Jones, il y a eu 4 tomes et que oui, au final il est mort son mec, je suis désolée, c'est triste. Mais, euh, mais là c'est quand même plus récurrent. Elle en a sorti un qui n'a pas encore été traduit, je l'ai déjà lu parce que j'avais rien à faire. Et franchement, en plus, c'est facile à aborder en anglais. En fait, c'est même plus facile à aborder que Molly Moon en anglais. Parce que ouais, quand vous vous retrouvez avec un bulldog anglais qui parle le cockney, c'est un peu difficile pour des Français. Bref, ensuite, on reste dans l'anticipation, la dystopie et tout ça avec Aldous Huxley, le meilleur des mondes. Pareil, je vais pas vous le présenter. Si vous êtes intéressé par ce qui traite de la drogue, mais de manière plus... pas la Las Vegas Parano. Vous pouvez lire Les Portes de la Perception. En fait, c'est un essai qu'il a fait sur la prise de drogue. Il était encadré par un médecin et tout. Mais il y a beaucoup de références qui sont extrêmement complexes. Je pense que c'était un mec qui était extrêmement cultivé. Et, donc, il fait le parallèle. Il évolue dans son environnement. Il laisse partir son esprit et tout. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qu'il prend déjà dedans? C'est pas de la kétamine. C'est pas de la datura. C'est pas du peyote. Ah si, c'est peut-être du peyote. Bref, c'est un hallucinogène. Je crois que c'est du peyote. Donc, je sais plus quelle molécule on utilise. Ensuite, on a Lolita de Vladimir Nabokov. Alors, je vous arrête tout de suite. Je connais l'histoire. Je l'ai lu une fois et demie. C'est un livre qui est scandaleux. Je suis ok. C'est un livre qui, à mes yeux, en étant une ancienne victime de violences sexuelles enfant, n'est pas une histoire d'amour. Non, 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 non. Et je suis d'ailleurs complètement outrée que la majorité des gens le prennent comme tel. J'ai vu une interview de Nabokov qu'il a dû sortir en, je sais plus, 58, quelque chose comme ça, ou 68, je sais plus. Où le journaliste lui demandait, mais est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que les gens voient ça comme une histoire d'amour? Et putain, sa réponse était tellement belle. En fait, il disait je vous ai tout donné, maintenant aux gens de comprendre. En gros, ça voulait dire s'ils sont suffisamment cons pour prendre ça comme ça, mais qu'ils aillent se faire enculer. En gros, c'était ça. Je l'ai enregistré quelque part cet article parce que je l'ai vraiment trouvé. Sa manière d'envoyer chier était tellement polie et tellement belle que j'ai trouvé ça fantastique. Donc Lolita non, est très difficile à lire, surtout quand on a un passif qui peut faire des réminiscences. Après, il est quand même très intéressant. Il est très intéressant parce qu'il est écrit à la première personne de la part du criminel qui ne cache en aucun cas ses goûts pédophiles et on voit quelles sont ses justifications, on voit quelles sont et ça ne pardonne absolument pas, mais
c'est intéressant de se mettre dans la tête du criminel. Du moins pour moi. Ça n'excuse absolument rien. Pour moi, ce n'est absolument pas une apologie de la pédophilie ni quoi que ce soit. Mais par contre, de voir en fait à quel point est-ce que la victime est considérée comme... Et c'est ça en plus qui est troublant, c'est qu'une bonne partie des lecteurs considèrent ça comme une histoire d'amour, alors que c'est raconté par un pédophile, puisque c'est lui le héros, c'est lui qui... Et qui lui-même avoue ses penchants, qu'il est... Enfin, quand vous avez des paroles qui disent qu'il aimerait bien se taper Lolita, la faire tomber enceinte, pour pouvoir après se taper ses gosses, euh, vous avez intérêt à être bien accroché. Moi, je me souviens exactement où est-ce que j'ai lu cette phrase. J'étais sur le pont, juste dans le bus, juste au-dessus du périph'. Je peux vous jurer que je l'ai relu à 2 ou 3 reprises en me disant putain, il a quand même eu le courage de marquer ça. Waouh. Ok. Donc voilà. Donc Lolita, non, est intéressant à pas mettre entre toutes les mains et surtout à ne pas prendre la victime pour la criminelle. Et ça, j'ai pas l'impression que tout le monde ait compris. Ensuite, on passe à Ecstasy de Ryo Murakami. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai pas lu. Il faut que je le relise. D'ailleurs, je crois que je l'ai ressorti il y a quelques temps pour le relire. Mais j'avais commencé du même auteur, Les bébés de la consigne automatique, mais j'avais encore d'autres choses à lire, donc bon, bref. Il est sur le sadomasochisme et encore sur les relations très compliquées, absolument pas. Et il est très violent. C'est pareil, c'est pas du tout à mettre entre toutes les mains, mais c'est un livre que j'avais plutôt apprécié. Ensuite, on passe au Défilé des vanités de Cécile Sépulcre. Je ne sais pas comment ça se prononce, ça s'écrit Sepulchre. Donc, c'est une ancienne de quoi? De Vogue, de Elle, je sais plus, d'un des très grands magazines de mode. Et pour avoir bossé enfin, fait mon stage, pour avoir été modèle pendant X années, pour avoir fait mon BTS design de mode et enseignement, pas d'enseignement, d'environnement, pardon, et pour avoir fait un stage dans une agence de com de luxe. Alors je sais pas s'ils ont finalement eu le contrat avec le boutin, mais bon, moi quand j'y étais, c'était justement le rendez-vous qu'ils attendaient. D'ailleurs, on a dû se mettre sur notre 31, mais au final, je sais pas ce qui s'est passé, mais l'assistante n'est jamais venue. Ou lui n'est jamais venu. Mais bon, bref, donc c'était quand même du plutôt haut niveau. Et c'est pas de la chick-lit. Ça va être plus comme Le Diable s'habille en Prada, qui est un livre que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Mais je trouve qu'il est quand même très représentatif de la mode, de ses excès, du fric qu'elle brasse dans tous les sens. Et là, on sait que c'est écrit en plus de l'intérieur par une grande prêtresse de la mode journalistique. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a les Hunger Games de Suzanne Collins. Donc bien évidemment, c'est un ersatz de Battle Royale, qui est quand même le premier bouquin de la sorte. Parce que j'estime pas, contrairement à Monsieur, que Marche ou Crève ou l'autre bouquin de King, j'adore Marche ou Crève de Stephen King, je crois que c'est mon préféré, soit dans le même genre. Mais en tout cas, ouais, les Hunger Games, que ce soit les films ou les bouquins, je les aime beaucoup. Donc voilà. La mort est mon métier de Robert Merle, qui est un livre sur les scientifiques pendant la Seconde Guerre mondiale, SS, qui ont participé à inventer le Zyklon, donc pour les chambres à gaz dans les camps d'extermination, qui est un livre qui est assez dur, qui est de la fiction, mais qui pour autant est... je le vois d'ailleurs, il est là-bas. En fait, il y a plein de mes bouquins que je vous parle qui sont là-bas. Ils sont pas dans la grande bibliothèque que vous connaissez. Ça, c'est plus mes favoris. Mais il est intéressant. Ensuite, ça c'est un petit peu compliqué, j'ai hésité à le marquer, parce que je l'ai pas fini. Mais de ce que j'en ai lu, il était quand même sacrément bien. Mais ça m'arrive tout le temps d'arrêter les bouquins en plein milieu, et parfois c'est pas qu'ils me font chier, c'est juste que voilà, je papillonne. C'est Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline. Et c'est d'ailleurs très étrange, j'en ai parlé avec un de mes meilleurs potes, qui m'a... Je disais, ouais, je suis en train de lire Voyage au bout de la nuit. Bah ouais, et tout, t'es en train de lire ça, mais putain, c'était un facho, machin. Je suis, bah en fait, tu sais quoi? Ça l'était pas quand il a écrit ça. Et je me rappelle d'une phrase au début du bouquin, et je l'ai lu à ma mère, parce que c'est pareil, on a eu le même débat. Et mon meilleur pote
et fils de prof de français, de latin, etc. Donc voilà, c'est pour ça. J'étais un peu étonnée que lui-même l'ait pas lu, vu que c'est quand même de la littérature classique. Euh, et en fait, au tout début du bouquin, vous avez une phrase donc, du héros, donc c'est lui-même, puisque c'est autobiographique. Euh, Pareil, encore un peu. On fait ce qu'on veut un peu de notre autobiographie, mais bon, ça reste ça. Où justement, il explique qu'il n'y a pas de race différente, que tout le monde est pareil et qu'on est qu'en gros qu'une bande de vauriens. C'est, et c'est d'ailleurs stupéfiant de savoir qu'après, il a écrit ses pamphlets antisémites et tout ça. Après, il faut savoir qu'il est devenu antisémite parce que il était farouchement anti-guerre. Donc, j'oublie tout le temps si c'est pacifiste ou pacifique. Il y en a un qui est beaucoup plus virulent que l'autre. Et en fait, il estimait que si une nouvelle, parce qu'il avait participé à la première, si une nouvelle guerre était enclenchée, c'était la faute des victimes. Parce que si ces victimes n'existaient pas, euh, Hitler n'aurait pas engrangé une nouvelle guerre. Enfin, commencé une nouvelle guerre. Donc en fait, ça paraît complètement illogique comme mode de pensée, mais quoi qu'il en soit, de toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est ça qui en ressort. Il est devenu antisémite. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas la guerre et qu'il estimait que si Hitler avait lancé la guerre, c'était à cause des juifs. Et donc, c'était les victimes qui étaient coupables d'avoir, au final, déclenché cette putain de guerre. C'est un peu prendre les choses à l'envers, hein. On est comme dans Lolita. Mais bref. Ensuite, on a Thomas Harris avec la série des Hannibal Lecter. Donc, tous ne sont pas bons à prendre, honnêtement. Celui qui se passe dans sa jeunesse, c'est lequel? C'est Hannibal tout court? Non. Euh, Ah si, ça doit être Hannibal les origines. Je sais qu'il y a un film qui a été adapté. Honnêtement, je l'ai juste écouté, mais il était à chier. Bon, c'était il y a longtemps, hein. C'était il y a plus de 10 ans, j'étais à Hong Kong à ce moment-là, c'était mon ex qui le regardait. Mais même le bouquin, je l'ai trouvé à chier, alors que c'était les origines d'Hannibal qui avait énormément de choses à en dire. Mais franchement, non. Mais bon, en tout cas, Thomas Harris, ça reste un très grand classique avec Dragon Rouge, avec Le Seigneur des Anneaux et tout ça. Le Seigneur des Anneaux. Le Silence des Agneaux, je confondrai toujours. Par contre, oui, non, il n'y aura pas de fantasy dedans, moi j'aime pas ça. Ensuite, on a Mohider qui a entre autres écrit Tokyo, qui est là encore sur sur le village de Nankin. Donc c'est le massacre en fait que les Japonais ont commis à Nankin pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle le place en même temps avec des parties à Tokyo, plus vraiment à l'heure actuelle, puisque le bouquin a quand même quelques années. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai acheté ce bouquin à l'été 2009. Euh, il venait juste de sortir et j'étais à l'aéroport, donc sans doute à Roissy. Et je m'apprêtais à prendre mon vol toute seule pour aller à Tokyo pendant 3 semaines. Et là, je vois un bouquin qui s'appelle Tokyo et une image qui me fait dire il a l'air pas mal. Et je l'ai acheté. Et en fait, ça a été mon seul bouquin en français pendant tout le temps où j'étais là-bas. C'était la merde. C'était la grosse merde, j'ai pas rien à lire. Donc, non, j'aime beaucoup Mohider. Tous ces bouquins ne se valent pas. Il y en a certains qui sont assez relous. Euh, je trouve qu'elle se perd un peu ces derniers temps, mais en tout cas, vous avez L'Homme du Soir, vous avez Birdman, vous en avez pas mal. Et elle est intéressante. Mais elle est sacrément violente, hein, je vous préviens. Ensuite, vous avez... alors ça, c'est du polar très doux, très mignon, qui était écrit par une très très vieille dame, qui est décédée il y a quelques temps maintenant. Mais c'était donc une vieille mamie qui écrivait ça, et c'est Lillian Jackson Brown, donc Braun, et c'était toute la série Le Chat qui... Donc vous avez, je sais pas combien, je les ai tous lus, et en fait c'est juste donc un journaliste qui a 2 chats qu'il a récupérés, je sais plus trop comment, parce que je crois que le propriétaire est mort, donc c'est 2 siamois, Kaoko-kun, et l'autre a un nom plus simple, mais je crois que j'ai oublié, ça doit être Yum Yum ou un truc comme ça. Et en fait, il va mener ses enquêtes et donc ça se passe dans le trou du cul du monde aux États-Unis, je sais plus quel coin, genre le Maine ou ces coins-là. Et à chaque fois, ces chats vont réussir à le mettre sur la piste des trucs. Donc c'est juste mignon, c'est du polar sans pour autant qu'il y ait le côté trash, donc genre Mohider, genre Slocombe, genre tous ces trucs-là. Et moi j'aime bien. Ensuite, vous avez Peggy Sue de Serge Brussolo, donc c'est une série pour enfants. Je sais pas si c'est là. Non. Euh, c'est assez déjanté. Je peux même pas vous en faire un récapitulatif. Mais j'ai trouvé que c'était quand même une série qui était très originale. Et donc, si vous tombez dessus, je vous conseille de tester.
Il y a d'autres bouquins après, je sais que je les ai beaucoup aimés parce que je les avais marqués, mais je les avais marqués il y a longtemps. En fait, j'ai pris mon Babelio hier et j'ai fait la liste. Donc je sais que j'avais beaucoup aimé L'avortement, une histoire romanesque en 1966 de Richard Brotigan. Malheureusement, je ne sais strictement plus de quoi ça parle. Mais en tout cas, je sais que c'était bien. La joueuse de Go, que j'avais beaucoup aimé de Shansa. Donc ça, c'est pareil, ça j'en souviens un petit peu plus. Ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, donc entre la Chine et le Japon. Donc c'était intéressant, c'est on va dire un drame historique dans mon souvenir. Ensuite, là, on vient avec des bouquins qui sont des bouquins plutôt presque d'histoire, qui sont comment, des romans, certes, mais surtout historiques. Donc on a, je suis en train de le voir, il est pas là, donc je me fie à ça. Donc là, j'aurais pas le nom de l'auteur. Mais Ma vie de Gaïcha, donc qui a été fait en film avec le film Gaïcha qui est très beau. Mais vous avez aussi Mémoire d'une dame de cour dans la cité interdite de Ha Wang-He. Ha Wang-He. Ouais, ça doit être ça. Ha Wang-He. Donc H-E espace R-O-N-G espace E-R. Oui, je sais, le E-R en chinois, ça se prononce R. C'est un peu bizarre. Mémoire d'un eunuque dans la cité interdite de Shidan. Mémoire d'un yakuza de Junichi Saga. J'ai écrit n'importe comment, ça doit être ça. Junichi Saga. C'est. Est-ce que je les ai là sous la main? Je me casse la gueule. Voilà, en fait, c'est dans cette collection-là. Donc, voilà. C'est dans c'est les piquiers poches, donc vous avez pas mal de choses intéressantes. Et en fait, ces trois bouquins, Mémoire d'une dame de cour dans la cité interdite, Mémoire d'un eunuque dans la cité interdite et Mémoire d'un yakuza, tous sont partis en fait de cette collection et sont vraiment très intéressants vu qu'ils permettent souvent avec des photos, de redécouvrir en fait des modes de vie qui ont complètement disparu ou qui ont complètement évolué. Et pour ceux qui s'intéressent aux cultures asiatiques, ce sont des très bons bouquins. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je les avais beaucoup appréciés. Donc voilà. Ensuite, il y a moi, Christiane F., 13 ans, droguée prostituée, que j'ai toujours trouvé très intéressant. Et j'estime que oui, c'est un livre à faire lire pour comprendre les conséquences, et surtout peut-être avec le deuxième, même s'il est, à mes yeux, vraiment à chier. Mais pour faire comprendre les conséquences de ces actes lorsque l'on est pré-ado, qui peuvent réellement vous marquer jusqu'à la fin de votre vie, puisque voilà, on peut mettre en parallèle celui quand elle a 13 ans et celui quand elle a une cinquantaine, et voir que les actions qu'elle a faites lorsqu'elle était gamine ont une incidence réellement très présente sur sa vie de femme adulte. Donc c'est intéressant. Ensuite, bien évidemment, les Rwandal, donc Charlie à la chocolaterie, Charlie à l'ascenseur de verre. Pour moi, mon préféré, c'est Sacrée sorcière. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus. Mais bon, voilà. Et ensuite, un autre truc que j'avais beaucoup aimé, et malheureusement, je n'ai pas lu le dernier parce qu'en fait, monsieur me les prenait à la bibliothèque, et puis en fait, on a dû déménager entre temps. Mais qui était cool, c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Griggs. J'avais adoré le concept de prendre de vieilles images trouvées en brocante et d'en faire un bouquin. J'ai trouvé ça juste génial en fait comme idée. Et, euh, et donc ouais, j'ai beaucoup aimé. Par contre, sérieusement, Burton, mais il a chié, mais il a chié. Il y a la moitié du bouquin qui suit la moitié du film qui suit le bouquin, et l'autre moitié, il est parti en couille, il a fait ce qu'il voulait. C'est quoi cette histoire? Ça ressemble absolument pas à ce que j'ai lu. C'est un scandale. Donc voilà, non, il faut savoir que je supporte pas quand les réalisateurs font n'importe quoi avec les bouquins dont ils prennent. Et là, en fait, je vois de loin, et ça, c'est pas bête d'en parler, surtout à cette période-là, Emma Donayou, Room. Alors, c'est pareil, il est pas à mettre entre toutes les mains non plus, c'est loin d'être Miss Peregrine, même s'il est quand même assez trash sur certains points pour des gamins. Mais Room, en fait, c'est l'histoire d'une femme d'une ado,
enfant ado, je sais plus, qui a été kidnappée par un pédophile, qui est resté enfermé pendant je sais pas combien de temps, et donc complètement séquestrée, euh, qui est tombée enceinte de, son, de son violeur, et en fait qui réussit à s'échapper. Et en fait, vous avez toute la première partie qui explique leur mode de vie. Donc, dans un tout petit espace, sans lumière, sans rien, machin. La manière d'élever un gamin qui n'a jamais connu l'extérieur du tout, du tout, du tout, durant toutes ces années de vie, donc je sais plus, la 3 ou 4 ans, un truc comme ça. Et après, le retour dans la réalité et la découverte du monde hors de ces 4 putains de murs, avec d'autres humains que juste la mer. Euh, je l'ai trouvé très intéressant comme livre. Il est pas drôle, je suis d'accord, mais mais il est assez bien trouvé. Souvent, en fait, je pense que j'aime bien, même si les bouquins sont pas forcément extrêmement bien écrits. Je dis pas que c'est le cas pour celui-là, je dis pas qu'il est extrêmement mal écrit, c'est pas du tout ça. Je ne me souviens plus. Mais je dis juste que même pour la musique, je pense que je préfère des gens qui partent sur une bonne idée et qui, par exemple, vont chanter faux à certains moments, ou vont machin, ou qui vont mal écrire, ou qui. Mais au moins, le fond est, est intéressant plutôt que la forme soit parfaite. Donc, je préfère que le fond soit parfait à la forme plutôt que ce soit l'inverse, en fait. Donc, voilà. Ensuite, 2 auteurs que j'ai arrêté de lire, je voulais vous en parler, tout simplement. C'est Maxime Chatham et Anne Rice. Alors Chatham, pourquoi Tout simplement parce que autant au départ, c'était un auteur que je trouvais intéressant, avec de très bonnes idées. J'avais beaucoup aimé son bouquin sur qui se passait pendant comment ça s'appelle la grande exposition universelle de 1900 à Paris, parce que j'adorerais voir ce moment-là, ça devait être juste fantastique. Et je leur en veux énormément d'avoir détruit le palais de la Électricité et tous ces beaux palais qu'il y avait. Bref. Euh, donc il avait des bouquins qui étaient très intéressants, et honnêtement, j'ai lu un de ces derniers, cette espèce de remake de King, de machin et tout, mais c'est à chier. Il n'y a aucune âme, il n'y a plus rien, on a l'impression qu'il qui chie l'encre juste pour faire de la vente. Et honnêtement, autant avant on sentait il y avait de la motivation, il y avait de l'énergie et tout, autant maintenant je trouve ça mais tellement vide de sens, tellement vide d'âme que j'ai laissé tomber. Et Anne Rice écrivait bien, savait parfaitement placer ses personnages, créer un monde, créer tout ça. Et j'ai complètement laissé tomber pour plusieurs raisons. J'ai commencé à relire il y a quelques années la, la saga des Mayfair. Et honnêtement, lorsque je les avais lus quand j'étais plus jeune, je n'avais pas remarqué ça. Mais j'ai lu une telle critique enfin, un tel positionnement pro-life, tous ces trucs-là, que ça m'a filé la gerbe, honnêtement. Parce qu'en fait, Anne Rice, il faut savoir qu'elle passe son temps à tiens, je suis catho, tiens, je suis plus catho. Ou chrétienne, j'en sais rien ce qu'elle est. Mais j'ai toujours catho pour moi. Je suis catho, je suis plus catho, je suis catho, je suis plus catho. Ouais, tu peux savoir qu'est-ce que tu fais. Oh, je veux mon âme au diable, oh, je veux mon âme à Dieu. Oh. Et en fait, c'est ça. Et le problème, c'est que ces bouquins sont très souvent immoraux. Donc oui, quand on regarde les Mayfair, l'histoire, s'il n'y avait pas d'inceste, s'il n'y avait pas de trucs bien dégueulasses, il n'y aurait pas grand-chose en fait dedans. Et pour autant, il y a en fait cette espèce de poids de la religion qui rentre quand même régulièrement en ligne de compte. Et c'est honnêtement ça qui m'a fait lâcher, parce que malgré ses talents de conteuse, j'ai pas envie de me faire prendre la morale pour ça. Donc je conseille toujours Entretien avec un vampire, le film, que j'aime énormément. Tiens, je l'ai pas mis dans les films que j'aimais beaucoup. Bref. Mais en tout cas, il y a Entretien avec un vampire que j'aime vraiment beaucoup. Pas La Reine des damnés. Surtout pas La Reine des damnés. Mais ouais, pour les bouquins, honnêtement, non. J'ai laissé tomber. Déjà parce que c'est vraiment trop un cliché de milieu goth. Et au final, j'en ai eu marre de tous ces clichés. J'essaye de m'en éloigner le plus possible. Parce que c'est lassant, parce que voilà, je veux autre chose que juste être un stéréotype ambulant.
et que je me suis aussi très fortement lassée de tout ce qui est fantastique, de tout ce qui est horreur, de tout ce genre de choses. J'ai l'impression d'avoir fait le tour parce que j'ai eu quasiment la collection complète des Fleuves Noirs à une époque. Et que voilà, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, j'ai l'impression de plus rien avoir à découvrir là-dedans. Donc j'ai arrêté. Et Anne Rice fait partie de ça, où d'un côté je pense que je serais toujours charmée par son style d'écriture, ses descriptions, ses recherches au niveau historique et tout ça. D'un autre côté, non. D'un autre côté, non, il y a des choses que j'arrive pas à supporter et ça en fait partie. Par contre, un de ses bouquins les plus brillants qu'elle ait écrit, j'estime, pour moi, que c'est L'homme noble démon, où en fait c'est une discussion avec le diable et où justement il y a une réflexion autour de la religion qui est là et que j'ai trouvé très intéressant. Donc voilà. Vous savez, il y a beaucoup d'autres livres dont je pourrais vous parler, mais là ça fait déjà 1 heure. Donc je vous dis à demain et